Président, chers tous, bonjour, merci infiniment pour cette invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour ce congrès où vous êtes si nombreux. Et effectivement, je suis médecin de santé publique et président du Haut Conseil de la santé publique, et en 15 minutes, je vais essayer de vous donner un petit peu les orientations de notre système de santé pour les années à venir. Alors, le Haut Conseil de la santé publique, peut-être que vous le connaissez ou peut-être pas, c'est une instance d'expertise scientifique en santé publique, qui est une instance indépendante. Ce n'est pas une agence sanitaire comme Santé publique France ou comme la NSM, l'ANSES. Ce n'est pas une autorité comme la HAS. Et en fait, les missions de ce Haut Conseil ont été précisées dans la loi de modernisation de 2016. Et vous voyez sur la droite les 4 missions principales, dont la prévention, qui est un petit peu le fil conducteur de ma présentation. Alors nous avons un site internet, mais comme vous en avez un également, et on produit environ 50 à 70 rapports par an d'aide à la décision de politique publique sanitaire. Et nous avons une revue que vous connaissez peut-être, qui est Actualité et dossiers en santé publique. Alors, quelles sont les thématiques que l'on traite, qui correspondent à des commissions spécialisées ou à des groupes de travail, que ce soit l'environnement, qualité de l'air intérieur, risques sanitaires liés à l'eau, avec tous les problèmes liés aux PFAS, aux pesticides, métabolites de pesticides, on en parle beaucoup dans la presse, mais également la raréfaction de l'eau à Mayotte, avec une situation de pénurie liée à la sécheresse, la santé de l'enfant, le carnet de santé, le carnet de maternité, les assises de la pédiatrie auxquelles nous avons participé, notamment sur la mortalité périnatale, les maladies infectieuses, très nombreuses saisines des instances administratives, l'évaluation des plans, donc ça c'est une spécialité du Haut Conseil de la santé publique, plan variole, plan environnement, plan bon usage des antibiotiques, etc. Des actions sur les produits biologiques du corps humain, avec une cellule d'aide à la décision, notamment sur les dons de sang, sur les greffes de cellules souches ou d'organes solides, dès lors qu'il y a un cas dans le sud-est ou ailleurs en France d'une maladie à transmission vectorielle. Et puis enfin des actions en termes de prévention et de promotion de la santé, telles que les mesures universelles d'hygiène pour maîtriser les maladies infectieuses dans la population générale, et donc vous êtes des acteurs au quotidien, les rendez-vous prévention, rapport écrit sous le ministère de M. Braun et qui est en train d'être repris par notre nouveau ministre de la Santé, qu'il appellera peut-être un bilan, et puis également prévention et santé dans toutes les politiques. Alors quels sont les enjeux de santé publique qui sont portés dans cette nouvelle mandature pour les 4 ans qui viennent par le Haut Conseil? Vous les voyez là sur la diapositive, je vais simplement lire celles qui sont en bleu, qui vont vous toucher et qui, je pense, ont été des thématiques phares de votre congrès, notamment la prévention et la promotion de la santé, les inégalités sociales et je dirais territoriales de santé également, les risques liés à l'environnement à l'aune du changement climatique, les systèmes de soins et les professionnels de santé, on peut parler de la crise des acteurs en milieu hospitalier par exemple, la formation et la recherche, parce qu'il n'y a pas de réforme de politique sanitaire, notamment en termes de prévention ou de santé publique, sans parler de la formation des professionnels de santé et sans parler de recherche. Alors, pour suivre ma présentation, je vous propose de suivre le plan suivant. C'est quand on parle de prévention, quelle différence entre prévention et promotion de la santé? On parle souvent de déterminant de la santé, au-delà du déterminant individuel d'un patient que vous avez dans votre cabinet. Comment ça s'inscrit dans une démarche large de santé publique? Et en fait, on s'aperçoit que ces concepts datent de 45 ans et on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis? Et enfin, je vous dirai quelles sont les orientations que nous portons avec ces constats. Alors, en introduction, je dirais que la santé d'une population ne peut se limiter à la prise en charge des maladies. Un système de santé ne peut se limiter au système de soins. Quand on parle de système de santé, c'est normalement équilibré entre la prévention et le soin, mais souvent, nous, on a en France, depuis les ordonnances de 58, assimilé notre système de santé au système de soins. Et ce système de santé, il est constitué par les soins primaires ou des soins de recours spécialisés qu'on appelle secondaires ou tertiaires, vous connaissez ça par cœur. Le système de santé publique, qu'on peut mettre à côté du système de santé, qu'on peut mettre à côté du système médico-social, lui a pour objectif de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus. Et vous voyez que ce concept n'est pas très jeune, puisqu'il date de 1952. Alors la santé, cette définition, vous l'avez apprise au cours de vos études. Ce qu'on peut dire de cette santé qui est un état de bien-être physique, mental, social, qui n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est que c'est associé à une notion de bien-être.
et que c'est vraiment tourné vers la qualité de vie. Et à ce moment-là, la santé devient la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins. Et donc là, ça peut faire appel à une notion de complexité, puisqu'on ne met pas un patient simplement comme un individu que j'ai en face de moi, mais plutôt dans un parcours de soins ou dans l'environnement dans lequel il évolue. Alors, à travers cette définition de la santé se construisent ou s'opposent ou se complètent, selon votre compréhension de ces terminologies, les concepts de prévention des maladies et le concept de promotion de la santé. Alors, vous pourrez lire ce document qui fait référence à ces problématiques. Donc, est-ce que la prévention est un concept en miroir de la maladie? Donc, si on reprend une définition très ancienne de la prévention, c'est un ensemble de mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents ou des handicaps. Et depuis, cette définition a englobé des concepts divers et une catégorisation d'actions préventives qui s'est, dans certains cas, confondue avec ce que d'autres sources considèrent comme relevant du champ de la promotion de la santé. Donc vous devinez la diapositive suivante, finalement. Comment on décrit cette prévention, et vous la connaissez, hein, la prévention primaire pour éviter qu'une maladie survienne, la prévention secondaire pour la circonscrire, la prévention tertiaire pour la prendre en charge, c'est-à-dire la traiter, et puis la prévention quaternaire, c'est pour diminuer les effets de cette prise en charge. Alors, quant à la promotion de la santé, donc ça c'est la charte d'Ottawa, c'est une conférence de l'OMS en 86 et qui précise que la promotion de la santé est le processus qui permet aux populations d'améliorer la maîtrise de leur santé et de ses déterminants et par conséquent de l'améliorer. Donc là, ça fait référence à de la formation, mais pas la vôtre, mais plutôt celle de la population et qu'on appelle régulièrement en ce moment la littératie en santé, c'est-à-dire la capacité à donner de l'information à un individu, que celui-ci ait les compétences pour pouvoir l'interpréter et finalement la décliner pour rester en bonne santé. Alors comment le terme de promotion de la santé est venu compléter celui de la prévention? C'est par une approche multimodale, populationnelle. Alors c'est vrai que vous avez souvent, quand on est praticien, une relation individuelle vis-à-vis de votre patient. Donc là, c'est une approche qui est plutôt multimodale, c'est une approche populationnelle ou qui met un individu dans un contexte environnemental, c'est-à-dire développer des politiques et des actions sur des déterminants sociaux et environnementaux de la santé, inscrivant dès lors la nécessité pour les nations de favoriser la santé dans toutes les politiques. Alors vous connaissez sûrement, il y en a plusieurs graphes qui définissent, alors j'ai pris celui du Québec, puisque quelque part c'est parti de la conférence d'Ottawa, mais vous voyez bien qu'il y a 4 cercles en fait qui se complètent, et souvent on a le réflexe d'évoluer dans le premier cercle, qui correspond aux caractéristiques individuelles d'un individu, c'est-à-dire nos propres caractéristiques biologiques ou sociales, nos habitudes de vie, nos comportements, ou encore les caractéristiques socio-économiques. Mais en fait, ça, il faut le conceptualiser dans un ensemble avec des milieux de vie, des systèmes et un contexte global. Et si pour les milieux de vie, je vous parle de milieu familial, de milieu de garde scolaire, de milieu du travail, où nous passons beaucoup de temps, les milieux d'hébergement ou encore les communautés, ça donne une dimension où, en fait, en termes de prévention, il faut non seulement penser à l'individu, mais il faut également penser à des milieux qui deviendraient favorables à l'école, en entreprise, à l'université, favorables à la santé des populations. Puis après, on peut aller sur des systèmes. Dans quel système un individu évolue? Un système éducatif, un système de santé, un système d'aménagement du territoire, les aménagements des métropoles sur les espaces verts, sur la façon de pouvoir se mouvoir dans une ville, les soutiens à l'emploi ou encore d'autres programmes. Et donc, tout ça amène à un concept de soins de santé primaire qui, en fait, est un premier contact d'un individu, de sa famille ou d'une communauté avec le système de santé. Et très tôt, dès Alma Ata, c'est-à-dire 1948, en fait, il y a 8 composantes qui structurent en fait ce concept de soins de santé primaire. Et ça va vous parler dans votre activité quotidienne. C'est l'information et l'éducation, c'est la promotion de bonnes conditions d'alimentation et nutrition, c'est l'approvisionnement en eau saine et des mesures d'assainissement, c'est la PMI et la planification familiale, c'est la vaccination et la lutte contre les maladies infectieuses, c'est la prévention et le contrôle des endémies locales, c'est le traitement des maladies des lésions et c'est la fourniture de médicaments essentiels. Alors certains mots vous parlent,
et ils ont une dimension internationale parce que c'est l'OMS qui promeut ce concept et l'OMS en général fait des recommandations sur l'ensemble de la planète. Mais que supporte en fait ce concept de soins de santé primaire qui est très ancien mais qui n'a jamais été aussi jeune que maintenant et à l'heure où notre ministère a changé de nom puisqu'on a un ministre de la santé et de la prévention et que M. Rousseau semble vouloir porter politiquement une véritable politique de prévention systémique, c'est que en fait ces soins de santé primaire portent les valeurs de justice sociale, d'équité, d'accès universel aux soins dans une approche multi- et intersectorielle de la santé. Et vous comprenez qu'on peut tout à fait parler de ces valeurs-là dans un parcours patient. Alors, quelles sont les orientations stratégiques du Haut Conseil en matière de prévention et pour quels enjeux sociétés ou générationnels? Ces deux courbes dont vous parlez, on est dans une situation évolutive de tendance épidémiologique où on voit bien sur le graphe de gauche que les naissances vont bientôt croiser le nombre de décès. Et donc, si vous regardez à droite les perspectives, c'est que ces courbes vont effectivement se croiser et évoluer de manière différente à partir des années 2030. Encore des disparités pour faire le constat sur notre système de santé et sur la santé de notre population. La carte de France à gauche montre bien la surmortalité en rouge et la sous-mortalité en bleu. Et ça paraît assez évident qu'il y a des différences et des inégalités territoriales vis-à-vis des décès. La courbe qui est en haut, la courbe rouge et verte, ça c'est l'espérance de vie à la naissance par vingtile de revenus. Et on voit bien que les revenus les plus faibles ont une espérance de vie à la naissance qui est bien plus faible. On estime qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, entre les plus faibles revenus et les plus élevés, une différence finalement d'espérance de vie à la naissance de 13 ans chez les hommes et de 11 ans chez les femmes. Et le Haut Conseil propose au ministère qui est en train de valider la future stratégie nationale de santé, de réduire sur 10 ans la moitié de cet écart pour revenir dans des standards, on va dire, européens. Et puis les 4 petites courbes du dessous sur des pathologies que vous connaissez, le diabète, les maladies hépatiques, les maladies psychiatriques ou encore les infections, les maladies respiratoires. Et vous voyez bien que sur l'axe des abscisses, où l'on voit des revenus les plus faibles aux revenus les plus élevés, que les risques parfois sont multipliés par 2 ou par 3 dans certaines populations. Et c'est là où il faut développer des stratégies de prévention populationnelle pour pas qu'elles soient inéquitables, c'est qu'il faut aller vers les gens les plus fragiles pour les protéger et les maintenir en bonne santé. Des graphes encore plus parlants, celui de gauche, regardez, 45% pour la France, 77% pour la Suède, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est à 65 ans la proportion de la population qui est sans comorbidité, sans diabète, sans HTA, sans insuffisance respiratoire. Et vous voyez bien qu'en Suède, à 65 ans, 77% d'entre eux n'ont aucune comorbidité. Ils ne vont pas à l'hôpital en dernier recours parce qu'ils n'ont pas consulté ou parce qu'ils sont loin du système. Et donc, ça soulage le système de soins et ça le soulage aussi financièrement. En France, on n'est qu'à 45%. Et donc, l'espérance de vie en bonne santé des Français, je ne sais pas si vous le savez, elle est de 63 ans pour l'homme et de 64 ans pour la femme. Et ce que propose le Haut Conseil dans son rapport, c'est de dire qu'on pourrait peut-être augmenter cette espérance de vie à la naissance de 3 ans sur 10 ans, pour passer à 67 ans. Sur la gauche, vous voyez cet écart chez l'homme en bas et chez la femme en haut, entre espérance de vie à la naissance et espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité. On utilise les deux terminologies. Ça, c'est juste un rapport de l'assurance maladie qui vous montre, parmi les maladies que vous prenez en charge dans votre quotidien, vous les voyez dans la liste, à partir d'en haut, maladies cardio-neurovasculaires, traitement de risque vasculaire, en fait, le poids en termes de millions de personnes que ça représente. Donc, quelque part, ces comorbidités, quand on dit rester en bonne santé, c'est pour ne pas développer ces comorbidités. En fait, vous voyez tout de suite la population que ça va toucher. Et j'ai un deuxième graphe qui vous montre plutôt le rapport de ces effectifs-là de pathologie par rapport aux dépenses de santé. Puisque vous avez bien compris que le système de soins n'est plus soutenable financièrement. On va dans le mur, quoi. C'est le syndrome du Titanic, c'est-à-dire qu'on enlève l'eau, mais on coule quand même. Donc vous voyez un petit peu les postes de dépenses et la taille du rond vous fait les effectifs. Donc, quel constat fait le Haut Conseil? C'est son rôle, c'est sa mission, le Haut Conseil, de faire un état des lieux de la France avec des données de la DREES ou de l'INSEE, bien évidemment. Et qu'est-ce qui montre? Que les constats avaient déjà été faits en 2017 sur la précédente SNS, mais ils se sont aggravés par la crise Covid. On a toujours des indicateurs généraux favorables. Le tabac n'a pas forcément augmenté, l'alcool est identique. Mais par contre, on voit des expositions aux facteurs de risque qui se maintiennent et
qui ont des grandes disparités territoriales ou sociales. On a une augmentation des maladies chroniques. On a un système de santé publique qui ne répond plus aux attentes. Et quelque part, on peut estimer qu'on a une réponse sous-estimale à la prochaine crise infectieuse ou environnementale qui traversera l'Europe et notre pays. 1 minute, Monsieur le Président. Alors, je vais aller très très vite. Donc, dans le rapport qui est ici, que vous pouvez consulter sur notre site, on a proposé au gouvernement 4 grands objectifs. Reconstruire le système, mais sur 10 ans. Pas avoir une vision très politique et qui est forcément à court terme. C'est diminuer l'impact des maladies chroniques. C'est renforcer les actions envers les plus fragiles. Et puis celui que je vais développer en 2 diapositives, c'est mettre en œuvre une politique systémique de prévention selon une approche populationnelle. Mais on se dit pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant, quand on regarde tous ces constats avec ces données épidémiologiques et tous ces concepts qui ont été inventés par l'OMS il y a une 40aine d'années. Ce qu'il faut, c'est mettre cette politique en œuvre à tous les âges de la vie et dans tous les milieux, avec 2 concepts principaux. En 15 minutes, je n'ai pas le temps de faire plus et je m'en excuse. C'est d'abord le concept de santé dans toutes les politiques. En anglais, c'est Health in Policies. C'est définir la santé comme un paramètre d'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire que dès lors qu'un ministère du Transport, l'éducation, l'agriculture, déploie une stratégie gouvernementale, on devrait être capable d'étudier, c'est les EIS, c'est l'évaluation de l'impact sur la santé, dans une approche intersectorielle, c'est de regarder l'impact de toutes ces politiques interministérielles sur la santé de nos concitoyens. Et le deuxième objectif, et j'aurais presque terminé, c'est l'universalisme proportionné, qui était décrit en 2010 par Sir Marmot. C'est la réduction de la pente du gradient social de santé, avec des actions qui sont universelles, mais pour pas qu'elles soient inéquitables, il faut qu'elles aient une ampleur ou une intensité proportionnelle au niveau de la défaveur sociale. C'est ce que j'appelle le dernier kilomètre. C'est-à-dire que vous avez des populations françaises qui sont dans le dernier kilomètre social, dans la compréhension, dans le dernier kilomètre géographique, qui sont loin, dans le dernier kilomètre, numérique, parce qu'ils ne sont pas connectés et ils n'ont pas accès à tous les bénéfices qu'ils pourraient obtenir. Et donc, quelque part, il semble pertinent d'aller vers l'avant, c'est ça, l'aller vers, dans des actions de prévention, et peut-être que des médiateurs en santé pourraient faire le lien entre le professionnel de santé et la population. Et donc, en conclusion de mon propos, c'est que les connaissances produites par l'épidémiologie, les sciences humaines, la recherche interventionnelle relèvent des modes d'intervention et des programmes probants. On manque de données probantes pour convaincre notre ministre. Tout simplement, c'est qu'on manque de recherche en population générale. C'est-à-dire qu'on n'a pas la mesure de l'impact de tout ce que vous faites au quotidien, ou alors des actions qui seraient supportées par un plan gouvernemental de prévention. Ce qui fait que les faire connaître, ces valeurs ou ces données probantes, en faciliter l'appropriation et les déployer, sont les défis des prochaines années que porte le Haut Conseil de la santé publique et dont l'atteinte passera par un renforcement de la formation, votre formation, et également par le développement de la recherche interventionnelle en soins primaires. Je vous remercie pour votre attention.